Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de problème technique déjà? Tout va bien. Bon, super. Merci à vous. Mais effectivement, on va passer la journée ensemble, à distance certes, mais de part et d'autre de nos écrans, autour de ces thématiques des low-tech. Je trouve assez amusant que cette journée ait lieu le jour de l'ouverture des fréquences, des enchères pour les fréquences de la 5G. On saura à l'issue de cette journée si les low-tech nous ramènent à la lampe à huile ou nous rapprochent du mode de vie des Amish. Bon, cette plaisanterie mise à part, euh, quelques indications sur le plan pour vous parler du programme et quelques indications d'ordre, on va dire, logistique. Donc, on va enchaîner ce matin quelques keynotes, donc des prises de parole individuelles qui seront suivies, si vous le souhaitez, d'un temps de questions-réponses avec vous tous qui nous regardez derrière vos écrans. Vous avez une petite boîte de dialogue qui doit s'afficher sur vos écrans et qui vous permet de poser les questions qui me seront retransmises par l'organisateur France Innovation, qui posera les questions en fait à l'issue des interventions. Idem pour les tables rondes. Vous pouvez vous poser vos questions par écrit tout au long de la table ronde ou de l'intervention, mais on les posera à la fin pour des raisons de praticité. Également pour des raisons, enfin, étant donné l'organisation sous forme de webinaire, on va se tenir aux horaires qui sont indiqués sur le programme afin que les gens qui souhaitent n'assister qu'à une partie du programme et se connecter à une heure donnée, eh bien, trouvent le programme auquel ils s'attendent. Donc, on va vraiment faire en sorte de respecter ça, ce qui signifie que personne ne doit dépasser le temps de parole qui lui a été imparti dans l'organisation du programme. Mm. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc là, on est ensemble jusqu'à 12h30, suite à quoi il y aura une pause déjeuner, malheureusement un peu moins conviviale que ce qu'on aurait pu faire en présentiel. Et on reprendra les échanges à 14h précises, de nouveau derrière nos écrans. Voilà, alors la première personne à laquelle je vais donner la parole, c'est Anaïta Grisoni, qui est directrice du think tank La Fabrique écologique, et qui, comme vous pouvez le voir, et de manière très logique, et voilà, ça tombe bien pour débuter cette journée, va nous faire une introduction à la démarche low-tech sur la base d'une note qu'a publiée La Fabrique écologique au printemps 2019. Ça va nous permettre de poser un peu le décor, savoir de quoi on parle quand on parle de low-tech. Anaïta, c'est à toi. Tu peux mettre ta Vous me webcam voyez? peut-être? Non, il faudrait que tu partages ta webcam. Ah, Tu c'est vois le le petit programme me le logo, propose. tu vois le petit logo caméra? Le voilà. Voilà. Bonjour, Merci Dominique. Bon, alors c'est je à remercie toi. l'ADEME pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir parler de la démarche low-tech avec vous. J'ai appelé ma présentation Plaidoyer pour une démarche parce qu'en effet, c'est ce qui ressortait de la note. Alors cette note, je ne l'ai pas rédigée moi-même, mais comme toujours, elle a été rédigée par un groupe d'experts de la Fabrique écologique et présidée par Philippe Diwix. C'est une note qui est donc sur notre site et que vous pouvez consulter. Donc, ce plaidoyer pour une démarche, en fait, invite à réfléchir sur la notion de low-tech. Effectivement, le low-tech est un anglicisme qui ne facilite pas toujours la compréhension immédiate et complète du terme. Intuitivement, ce qu'on comprend, c'est l'opposition à la logique de high-tech qui renvoie spontanément à quelque chose d'incarné par des objets, bien que souvent démocratisés et portant leur part de rêve. Dans le domaine des transports, ça donne lieu, par exemple, à tout un imaginaire robotique et utopique incarné en ce moment par le véhicule autonome que l'on voudrait bien sûr électrique. Or, quand on s'intéresse de près à la notion de low-tech, on s'aperçoit que rien n'est moins sûr que cette opposition. Déjà parce que l'opposition est ambiguë. Alors que le high-tech fait référence à des technologies de pointe qui suivent des processus très élaborés, on pourrait imaginer des processus tout aussi complexes qui reconnaissent la place des savoirs accumulés, du geste, de l'humain, inscrits dans une démarche low-tech, soit une démarche à minima moins coûteuse en énergie, mais heureusement, elle est beaucoup plus que ça.
Dans un article consacré aux erreurs de tech, Gauthier Roussille, spécialiste de la question, dénonce ce dualisme entre high-tech et low-tech, qu'il accuse d'être à la fois ethnocentriste et colonialiste, puisque le terme de high-tech serait dans l'imaginaire collectif réservé aux objets conçus, produits et mis en circulation dans les sociétés industrielles et post-industrielles. Si le low-tech, donc, entend s'opposer à la high-tech et son monde, pour reprendre une expression tirée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il est indispensable qu'elle ne contribue pas à invisibiliser l'ensemble des techniques telles qu'elles sont portées par des acteurs reconnus comme moins légitimes, colonisés, racisés, femmes ou issus de classes populaires. Il est donc important de sortir d'une approche limitée à l'objet pour envisager la variété des domaines d'application que le low-tech recouvre. Il s'agit du design, de la formation, des transports, mais aussi de... Le low-tech est avant tout à considérer en tant que technique. Alors, je vais reprendre une définition du terme technique selon le dictionnaire d'anthropologie et d'ethnologie. Une technique met en jeu 4 éléments. Une matière sur laquelle la technique agit, des objets, outils, moyens de travail, artefacts, des gestes ou des sources d'énergie, eau courante, vent, force animale, etc. et des représentations particulières qui sous-tendent ces gestes techniques. C'est une définition qui invite à minima à prendre en considération les ressources, les objets, les gestes, les connaissances, mais surtout celles et ceux qui les mettent en œuvre individuellement ou en collectivité dans le cadre de culture technique. L'articulation entre technique et contexte naturel et culturel qui l'accueille, la développe et la limite, est donc à intégrer, ce qui implique une confrontation forte au contexte. Dans quel contexte donc le low-tech pourrait-il s'épanouir ? Tout d'abord, dans un contexte qui aujourd'hui est marqué par une confrontation forte au numérique, porteuse de paradoxes. En effet, on pourrait se demander s'il est possible d'entrevoir un monde de réseaux toujours plus puissants, producteurs et consommateurs d'un nombre toujours plus important d'objets connectés et qui par conséquent serait toujours plus gourmand en énergie tout en prenant une démarche low-tech. Alors ça, c'est une question que je vous pose et j'espère qu'elle va nous accompagner tout au long de cette journée. Puis la confrontation se fait au contexte écologique. Extraction, production, consommation et déchets. Voilà, ces 4 mots résument les questions qu'il faudrait se poser quand on met en place une démarche low-tech. La fameuse high-tech, comme nous l'avons vu, glorifiée pour ses innovations de pointe, perd cependant haut la main la bataille du coût environnemental. Enfin, le troisième élément de contexte est d'ordre économique. Allô ? Oui, Naïta, on t'entend. Peut-être laisse la webcam faire éteinte. Oui, je vais faire ça. En fait, je pense que j'ai critiqué le numérique et du coup, j'ai été punie. Il y a un retour de bâton, c'est évident. C'est ça. Alors, donc, je reprends mon troisième élément de contexte qui est d'ordre économique et social, qui concerne la crise du travail, le chômage de masse et la question de croissance. En effet, on peut se demander si on peut continuer à avoir une démarche high-tech dans un contexte, en tout cas une démarche qui va vers le tout automatisé, dans un contexte où les personnes sont en besoin et en quête de travail. L'ensemble de ces éléments invite donc à une définition du low-tech qui dépasse cette opposition. Pour cela, le Low-Tech Lab définit des critères d'évaluation appliqués au réel. Pour être low-tech, une technique doit être utile, durable et accessible. Et cela s'applique à tous les domaines, l'habitat, le transport et les techniques de survie que je mentionnais plus haut. La note low-tech de la fabrique écologique, intitulée Vers des technologies sobres et résilientes, pourquoi et comment développer l'innovation low-tech, est le fruit d'un groupe de travail qui s'est réuni entre octobre 2017 et août 2018, sous la présidence de Philippe Biwix. Elle peut être bien entendu consultée gratuitement sur notre site et elle représente un véritable plaidoyer destiné à concevoir le low-tech en tant que démarche globale, mais surtout à faire un saut d'échelle, de sortir des démarches individuelles et sporadiques pour entrer vraiment dans le champ des politiques publiques. La note défend le postulat selon lequel la démarche low-tech représenterait la vraie modernité, par opposition à la perspective high-tech, dont les conséquences écologiques sont désastreuses. Contrairement à son apparente dématérialisation, la société numérique serait pour les auteurs hyper industrielle car fortement consommatrice de matériaux non renouvelables,
notamment des minerais, et son coût écologique, mais aussi social et économique, serait principalement porté par les populations fragiles des pays du Sud. Quelles que soient les interprétations et les solutions proposées pour réussir un projet de transition, la question des technologies est incontournable. Dans cette perspective, les partisans d'un toute innovation technologique, adeptes de l'intelligence artificielle et de l'humanité augmentée, s'opposent souvent aux promoteurs des green tech ou encore du low tech. Or, l'apologie des technologies qui se veulent plus sobres, plus résilientes, plus autonomes, n'est pas sans creuser des problèmes de définition et par conséquent de rapport de force entre les tenants de ces diverses interprétations. Aussi, la note invite dans un premier temps à déconstruire la notion de low-tech, afin de mettre en lumière ses possibles apports dans le contexte de la transition écologique. Plutôt que sur une définition stricte ou sur un cahier des charges, le low-tech tel qu'il est abordé ici délimite ce champ à partir de plusieurs principes. Autonomie, relocalisation, réemploi, régénération des sols dans le domaine de l'agriculture, zéro déchet et inclusivité. Il y a également plusieurs critères d'évaluation qui sont mis en place pour pouvoir évaluer une démarche low-tech. Capacité à durer d'un objet, consommation de matières premières, consommation d'énergie, impact environnemental, autonomie d'usage, degré d'utilité, impact systémique de l'innovation et capacité à augmenter la complexité globale. Dans un second temps, la note plaide pour l'application du low-tech à une échelle systémique. Pour y parvenir, elle propose de sortir du débat du tout technologique pour réinscrire le low-tech dans une démarche comprenant les savoirs et les techniques, mais aussi le travail humain et la communauté. Cette distinction est indispensable car trop souvent la focalisation sur l'objet déshumanise le débat et contribue fortement à invisibiliser des questions économiques et sociales pourtant cruciales. Je prends un exemple. Dans un monde fortement automatisé, quid de la question de l'emploi? Cette interrogation est d'autant plus incontournable lorsqu'on regarde la question des moyens de transport dits automatisés. Car quand même, il y a une question de fond qui est quel emploi pour toutes ces personnes qui seront mises à l'écart une fois que les transports seront en grande partie automatisés. La démarche low-tech repose donc sur 3 questions à se poser en amont de la conception d'un objet qui est pourquoi produit-on, que produit-on et comment produit-on? Dans cette perspective, un mode de transport low-tech ne serait pas seulement moins énergivore dans sa production ou sa consommation, mais il serait également remis en question dans sa conception même s'il apparaissait comme plus durable de faire autrement. Autrement dit, une solution de mobilité low-tech pourrait être tout simplement pas de mobilité du tout. C'est notamment tout l'enjeu du débat sur la relocalisation de l'alimentation, par exemple autour des villes. C'est également crucial concernant le travail et les mobilités ou les immobilités que suscite, par exemple, le développement du télétravail, particulièrement important à Haïti, une démarche visant, dans une optique de durabilité, à questionner nos besoins profonds et développer des solutions aussi faiblement technologisées que possible, minimisant l'énergie requise à la production et à l'usage, utilisant le moins possible de ressources et de matériaux rares, et n'infligeant pas de coûts cachés à la collectivité. Elles sont basées sur des techniques les plus simples possibles et moins dépendantes possibles, des ressources non renouvelables, sur des produits réparables et maintenables dans la durée, facilitant l'économie circulaire, la réutilisation et le recyclage, s'appuyant sur les savoirs et le travail humain digne. Cette démarche n'est pas seulement technologique, elle est aussi systémique. Elle vise à remettre en cause les modèles économiques, organisationnels, sociaux et culturels. À ce titre, elle est bien plus large que l'éco-conception. Il ne s'agit pas d'enfermer le low-tech dans une définition rigide, comme je le disais, ou figée. En effet, pour les auteurs, le low-tech existe davantage à l'état de rapport, de relation. Il s'agit d'un lower-tech, en relation avec une démarche ou un produit déjà existant. Par exemple, on ne se pose pas la question du véhicule automatisé out of the blue, mais plutôt en rapport avec les autres solutions de mobilité individuelle et collective existantes déjà. Or, une tentative de définition est quand même nécessaire pour contourner un risque, celui d'un consensus mou autour d'un terme qui recouvrirait des réalités différentes pour les uns et les autres et ne permettrait pas un ancrage politique réel et un passage à l'action. Je reprends encore l'article de Gauthier-Roussy qui s'interroge. Technologie ne veut pas dire la même chose pour un anthropologue et un économiste. Il semble aujourd'hui que la signification courante de technologie corresponde à la définition économique. En effet, la vague d'innovation technologique promise pour les années à venir, voitures autonomes, 5G, les exemples ne sont pas de moi donc,
s'articule majoritairement autour d'une idée de création de nouveaux marchés et d'usages et d'une inscription dans le mythe du progrès technologique linéaire. Rien n'est moins sûr concernant le low-tech. En tout cas, la note de la Fabrique écologique invite à se méfier des objets connectés, prêts à envahir le marché. Au-delà de cette définition, la note s'ancre dans la réalité en proposant des déclinaisons matérielles de la démarche low-tech aux objets et aux rapports d'usage de la vie quotidienne. Aspirateurs, bâtiments, voitures, Internet low-tech. Tout cela est appréhendé à travers des lieux de production et de consommation, des objets et des dispositifs pratiqués et pensés au sein des communautés. En tant que démarche, le low-tech tel qu'il est défini dans la note aspire à jouer un rôle d'accélérateur de la transition écologique au service de l'humanité. À ce titre, il est donc indispensable qu'elle soit créatrice d'emplois ancrés dans les territoires et participant fortement aux efforts de résilience. Il s'agit donc d'une démarche à la fois transversale et concrète. L'objet de ce manifeste pour le low-tech était d'établir un saut d'échelle, de sortir d'une démarche portée uniquement par des communautés restreintes, nourries par des financements sporadiques et les volontés individuelles, et passer à un mot d'ordre général guidant les politiques publiques, s'opposant ainsi au court-termisme et au conservatisme, mais sans adhérer pour autant à l'idée de la croissance verte. 3 propositions ont été mises en place suite à la rédaction de cette note. La première consiste à basculer les cotisations sociales vers une fiscalité environnementale ambitieuse, c'est-à-dire mettre la politique fiscale au service de l'innovation durable et au retour au plein emploi, en faisant porter le coût de la protection sociale par la fiscalité environnementale. Les modalités de cette nouvelle fiscalité restent à définir. Différentes contributions sur la consommation d'énergie, de ressources non renouvelables, d'eau ou la génération d'émissions de gaz à effet de serre sont à considérer. La seconde proposition consiste à faire de la France la première low-tech nation, championne de la réparation, du réemploi et du zéro déchet. Cela passe par un soutien aux initiatives concrètes, aux actions de sensibilisation et à la mise en place des programmes d'éducation et de recherche allant dans ce sens. La troisième proposition est celle de créer une cour de défense du bien commun, soit une institution qui puisse interdire la production ou la commercialisation de tout produit ou service sur la base de son impact environnemental et humain. Quelques mots sur la question des transports. Le transport low-tech ne consiste pas seulement à évaluer les objets destinés à la mobilité, mais bien à évaluer aussi le coût de la mondialisation, le coût économique, social et écologique des transports que suscite la production localisée dans quelques régions du monde et sa diffusion aux 4 coins de la planète. Relativement aux objets low-tech, je voulais vous dire ce petit extrait que je trouvais assez sympathique de la note et qui nous permet de recentrer cette présentation sur la question des transports. Peut-on faire une voiture low-tech? Nous n'en prenons évidemment pas le chemin. Entre voitures électriques et perspectives toujours enthousiastes sur les voitures, voire les drones taxis autonomes. Le vélo, avec ses 1000 pièces élémentaires, le composant, est évidemment un objet bien plus durable, sobre, autonome, simple à réparer qu'une voiture bardée d'électronique et de matériaux high-tech nécessaires pour respecter les normes anti-pollution, du moins quand il n'y a pas de tricherie. Mais l'héritage de la charte d'Athènes et le fonctionnalisme de notre urbanisme centré sur l'automobile depuis 70 ans ne permet pas de tous enfourcher un vélo de demain pour la majorité de nos déplacements. Il n'empêche pas de préparer cette mutation, salvatrice à long terme. D'un côté, il y a une multitude d'innovations dans les véhicules 2 roues. Vélo couché à meilleur rendement, vélo pour transporter les enfants, vélo pliable, vélo pour livrer ou déménager, vélo à assistance électrique bien sûr. Car même un aficionado des low-tech tolérera volontiers un petit moteur ou générateur électrique et une batterie, à condition que cela remplace une voiture, bien entendu. De l'autre côté, il s'agirait de baisser progressivement le poids et la vitesse maximale des véhicules et de continuer les efforts sur les transports en commun. Les deux tendances pourraient alors finir par converger entre vélos agencés en véhicules multiplaces et mini-voitures ayant perdu la moitié ou les 2 tiers de son poids, tout en assurant les besoins de transport eux-mêmes, réinterrogés et optimisés pour tous les âges et toutes les situations. Voilà. Je vois qu'il reste 2 minutes de temps. J'espère que ça va suffire aux éventuelles questions de Dominique. Je vous écoute. Merci beaucoup Anaïta. Je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup de questions à poser. C'était une présentation très riche dans laquelle j'ai relevé beaucoup de points sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir durant cette journée. Que ce soit, alors, pousser à l'extrême le concept de mobilité low-tech, ça ne serait pas de mobilité du tout,
On va quand même passer la journée à parler des mobilités low-tech, mais on va avoir notamment un exemple concret, effectivement, d'une initiative qui vise à limiter au minimum la mobilité. On va évidemment reparler des territoires, de la résilience, du rôle d'accélérateur des low-tech en matière de transition écologique, mais aussi du rôle des pouvoirs publics. Et en fait, la fin de ton intervention, Anaïta, sur le véhicule low-tech, tout en ayant bien pris soin, et ça aussi on va y revenir à plusieurs reprises dans la journée, tout en ayant bien pris soin de préciser que les low-tech, ça ne pouvait pas se limiter à des objets, mais que c'était une approche beaucoup plus systémique qui s'imposait. On va néanmoins enchaîner